Et si l'endroit d'où vous venez ne se souvenait plus de vous, et que l'endroit où vous vivez ne vous voyait jamais vraiment, dans cet épisode, nous voyageons de la Guinée équatoriale sous domination espagnole à l'Afrique du Sud post-apartheid, suivant les traces que l'Empire a laissées sur les noms, les visages et les familles. Nous rencontrons des enfants nés de deux mondes, n'appartenant jamais tout à fait à aucun des deux, et témoigner comment les systèmes coloniaux résonnent longtemps après que les drapeaux soient abaissés. C'est une histoire d'héritage, de frontières à la fois tracées et intériorisées, et de la quête silencieuse et perpétuelle d'un endroit où appartenir. Bonjour et bienvenue à Gateway Books par Crestons. Je suis votre hôte Cindy Cruz, lectrice, chercheuse et scribouilleuse occasionnelle dans les marges. C'est le podcast où la fiction historique rencontre la véritable histoire, où nous lisons avec un pied dans le récit et l'autre dans les archives. À chaque épisode, nous commençons par un roman et suivons ses échos à travers le temps, parfois à travers les continents, parfois à travers les siècles, et toujours vers quelque chose de plus grand que la page. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un monde d'empires déclinants et d'identités fragiles. Un monde où la race, la mémoire et le pouvoir sont entremêlés dans chaque regard, et où la question la plus personnelle, qui suis-je, est façonnée par la politique, la géographie et la longue ombre de la domination coloniale. Nous commençons avec les palmiers dans la neige de Lusgabas, puis passons à Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur d'Albert Memmi, et terminons avec Born a Cream de Trevor Noah. Si vous aimez ce genre de plongée profonde, littéraire, nuancée et ancrée dans l'histoire réelle, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Cela nous aide à grandir et à maintenir des histoires réfléchies comme celle-ci dans la conversation. Ceci est l'épisode 15, Les palmiers dans la neige et la politique de l'appartenance. Commençons. Lorsque Palm Trees in the Snow de Lusgabas commence, le passé murmure déjà. Clarence retourne dans la ville natale de son père dans les montagnes espagnoles après sa mort et découvre un fragment de lettre, juste assez pour éveiller quelque chose d'enfoui. Ce qui se déroule est une histoire complexe qui oscille entre la quête moderne de vérité de Clarence et la jeunesse de son oncle Kilian en tant que colon en Guinée espagnole, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Guinée équatoriale. À première vue, c'est une histoire d'amour épique, des paysages luxuriants, des plantations de cacao, une romance interdite et des secrets vieux de plusieurs décennies. Mais sous cette surface se cache un portrait du colonialisme bien plus complexe. C'est une narration façonnée par la distance du temps, de la mémoire et du privilège. Et dans cette distance réside à la fois la beauté du roman et ses angles morts. Dans les années 1950, le jeune Kilian quitte l'Espagne enneigée pour l'île tropicale de Fernando Poo, dernier avant-poste colonial de l'Espagne en Afrique. Sa famille, comme beaucoup d'autres venant d'Espagne, est attirée par les opportunités, l'attrait de la terre, du statut et d'une sorte de liberté qui semble plus grande que tout ce qu'ils connaissaient dans leur propre village de montagne. C'est une histoire qui résonne avec le langage de l'aventure et de la mission civilisatrice que l'on retrouve dans les récits coloniaux européens. Mais cette liberté, comme le montre lentement le roman, était construite sur une profonde inégalité. Les hiérarchies raciales et culturelles à Fernando Poo sont omniprésentes dans la manière dont les gens sont interpellés, dans qui est autorisé à se déplacer librement et dans qui est censé rester silencieux. Les Espagnols comme Kilian et son frère Jacobo détiennent la terre et le pouvoir. Les Guinéens noirs servent, travaillent et observent, faisant partie du paysage, mais pas de la prise de décision. Même lorsque Kilian entame une relation amoureuse avec Bizila, une femme locale dont la force et la présence constituent le cœur émotionnel de l'histoire, la frontière entre leurs mondes n'est jamais vraiment effacée. Cela devient simplement plus fragile, plus tendu. Lusgabas nous offre une nostalgie du colonialisme filtrée par la mémoire, l'honneur familial et la douleur de quelque chose de perdu. Mais elle permet aussi à cette nostalgie de se fissurer. Nous voyons les tensions de l'assimilation, les blessures causées par le secret, et la manière dont l'Empire réorganise les vies personnelles, souvent sans excuse. Clarence, des décennies plus tard, est l'enfant de ce silence. Son voyage n'est pas seulement généalogique, il est existentiel. Qui étions-nous et qui a payé pour la version de nous que nous choisissons de nous rappeler?
Mais tout ce que Clarence découvre n'est pas façonné par l'amour ou le désir. L'un des tournants les plus douloureux du roman ne provient pas de la romance entre Kilian et Bizila, mais de sa destruction. Un enfant naît, non pas de l'amour, mais du mal. La scène dans laquelle cela se produit est sans concession et Gabas ne dissimule pas la violence de l'acte. À ce moment-là, le roman enlève le vernis romantique de l'Empire et oblige le lecteur à affronter ce qu'il a souvent fallu et ce que cela a coûté. Cet enfant, Inigo, n'est pas nommé par l'homme responsable. Il grandit en marge de plusieurs mondes, liés aux colonisateurs par le sang, mais pas par le nom ou l'héritage. Sa mère Bizila porte le poids de ce silence avec à la fois dignité et une tranquille défiance. Elle dit très peu à Clarence au début, lui permettant de découvrir lentement la vérité. Et quand la vérité éclate, elle n'arrive pas avec fracas, mais avec douleur. Inigo n'est pas une métaphore. C'est un garçon, puis un homme, dont la vie a été façonnée par des choix faits avant qu'il ne puisse parler. Il n'est ni caché, ni pleinement reconnu. Et cela est peut-être l'une des représentations les plus précises de ce que signifie être métis dans un contexte colonial, exister visiblement, mais officieusement, être connu, mais ne pas être mentionné, être présent, mais non protégé. La relation de Clarence avec Inigo devient le cœur émotionnel de sa propre transformation. Elle ne commence pas ce voyage en s'attendant à rencontrer un frère, mais pour défier le récit avec lequel elle a été élevée. Mais ce qu'elle découvre remodèle non seulement sa compréhension de sa famille, mais aussi sa compréhension du rôle de l'Espagne en Afrique et le coût de l'oubli. Il y a un moment, vers la fin du roman, où Clarence regarde Inigo et réalise qu'il n'a aucun intérêt à être intégré proprement dans sa version de l'histoire. Il ne veut pas être une note de bas de page dans la rédemption de quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas à se réconcilier. Il lui demande de voir la vérité et de l'accepter. Et cela aussi est une forme de confrontation. Pas celle qui se termine par le pardon, mais celle qui commence par la reconnaissance. Gabas utilise Clarence comme un pont entre le passé et le présent, entre l'Espagne et la Guinée, entre le silence et la parole. Mais Clarence est aussi un rappel des limites de l'empathie lorsque l'histoire a été aménagée pour réconforter les descendants des puissants. Son malaise n'est pas l'histoire, c'en est le début. Et lorsque nous regardons au-delà des arcs personnels, le roman pose une question plus profonde. Que se passe-t-il après le départ des colonisateurs? Dans les chapitres se déroulant pendant l'indépendance et au-delà, nous avons assisté au réalignement du pouvoir sur l'île. Les Espagnols partent, mais leur système demeure. Les hiérarchies de classe, les divisions raciales, l'accès à l'éducation, la propriété foncière, tout cela a été façonné par des décennies de domination coloniale. Et alors que la nouvelle direction prend le relais, certains schémas sont perturbés, tandis que d'autres sont simplement inversés. Ce qui était fait au nom de l'Empire est maintenant fait au nom de l'État. Cette partie de l'histoire est plus calme, mais tout aussi importante. Gabas ne nous offre pas un récit triomphant d'indépendance. Au lieu de cela, nous voyons à quel point il est difficile d'extraire la logique coloniale d'un lieu qu'elle a si profondément transformé. L'héritage de l'Empire n'est pas seulement politique, il est intime. Il vit dans la langue, dans l'héritage, dans le chagrin non exprimé. Elle vit dans les personnes à qui l'on demandait de rester silencieuses et de passer à autre chose. Clarence, en tant que visiteuse, voit cela. Elle voit combien sa famille a laissé derrière elle non seulement des terres et des biens, mais aussi des liens non résolus, des personnes blessées et une histoire qui ne leur appartient jamais complètement. Elle commence à comprendre qu'accepter cet héritage ne signifie pas le clore, cela signifie le raconter honnêtement. Même les aspects qui ne sont pas flatteurs. En fin de compte, Palm Trees in the Snow n'est pas un portrait parfait du colonialisme. C'est à bien des égards un roman ancré dans la mémoire espagnole. Mais il accomplit ce que de nombreux romans historiques visent. Il ouvre une porte. Il suscite une question. Il perturbe une version simpliste du passé et demande ce qui pourrait encore être enfoui, attendant d'être découvert. Les notes finales ne concernent pas la clôture. Elles parlent de présence, de rester avec l'inconfort, de voir des personnes dont les histoires ont été presque, mais pas tout à fait, effacées.
Et cela, dans le contexte de l'Empire et de tout ce qu'il a laissé derrière lui, est un début qui mérite d'être écouté. Quand nous lisons un roman comme Les Palmiers dans la neige, il est facile de se laisser emporter par la luxuriance du décor, l'intimité des relations, l'ampleur des souvenirs, mais derrière les histoires d'amour et les trahisons se cache une question plus vaste et plus persistante. Comment un système colonial façonne-t-il non seulement la terre qu'il occupe, mais aussi les personnes qui y vivent? Comment façonne-t-il leur silence, leur désir, leur sens de soi? Les colonisés et les colonisateurs d'Albert Memmi nous offrent un cadre pour comprendre ce que le roman de Luz Gabas ne nomme jamais complètement, que le colonialisme ne concerne pas seulement la terre ou le pouvoir, c'est une relation. Une relation fondée sur la dépendance, la distorsion et le déni. Et une fois cette relation établie, elle persiste, même après le départ des colonisateurs. Memmi, un écrivain juif tunisien vivant sous domination française, comprenait ce que cela signifiait d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pouvoir. Il connaissait la tentation de se ranger du côté d'une culture dominante. Il en connaissait aussi le prix. Son livre, publié pour la première fois en 1957, est court, clair et dévastateur. Il ne crie pas. Il ne s'emporte pas. Il expose simplement, pièce par pièce, ce qui se passe lorsqu'un groupe de personnes est enseigné à dominer et un autre à l'accepter. Il commence par décrire le colonisateur. Au début, le colonisateur arrive avec un sens de l'aventure, peut-être même de la bienveillance. Il croit en la mission civilisatrice. Il croit qu'il aide, mais avec le temps, pour maintenir sa position, il doit croire autre chose, que le colonisé est inférieur, paresseux, enfantin, incapable de se gouverner, car si le colonisé est son égal, alors tout le système s'effondre. Ainsi, le colonisateur apprend à déshumaniser, pas toujours avec cruauté, mais avec constance. Dans Palm Trees in the Snow, nous voyons cela dans la supériorité décontractée du frère de Kilian, Jacobo, dans la manière dont il traite la plantation comme son droit de naissance et les travailleurs comme une extension de sa volonté. Mais nous le voyons aussi de manière plus subtile dans le malaise de Kilian lorsque Bizila revendique de l'espace, dans le malaise qui suit toute perturbation des rôles attendus. Même lorsque l'affection est réelle, le déséquilibre demeure. La structure ne se dissout pas simplement parce que des émotions entrent en jeu. Memmi se tourne ensuite vers le colonisé, et ici, le portrait est tout aussi complexe. Le colonisé n'est pas simplement une victime. Il est pris dans un réseau de contradictions. On lui dit qu'il est inférieur, mais il est aussi puni lorsqu'il essaie de s'élever. On leur propose l'assimilation, mais on leur refuse une acceptation totale. Ils ne sont visibles que de manière à servir le système. Ce conflit interne engendre le silence, et la honte, et parfois la complicité. Memmi écrit que l'individu colonisé est constamment en procès. Tout dans son existence est remis en question. Langue, coutume, rêve. Au fil du temps, ils peuvent en venir à croire aux mythes les concernant. Ils peuvent résister, mais aucune des deux options n'offre la paix. Inigo, dans Palm Trees in the Snow, grandit avec cette contradiction. Il est l'enfant de la violence et du silence. Sa vie est façonnée par des décisions qu'il n'a pas prises, par un système qui a refusé de le reconnaître. Il n'est pas caché, mais il n'est pas revendiqué. Et lorsque l'indépendance arrive, le monde autour de lui se transforme, mais ne se rétablit pas. L'intuition la plus troublante de Memmi est celle-ci. Même après le départ des colonisateurs, la structure reste souvent en place. Les rôles ont été intériorisés. De nouveaux dirigeants émergent, mais ils imitent les anciens schémas. Les colonisés, désormais techniquement libres, peuvent reproduire le même système qui les a opprimés, car c'est le seul modèle qu'ils connaissent. Nous voyons cela dans la manière dont la Guinée équatoriale se réorganise après le départ des Espagnols. L'indépendance politique ne signifie pas la libération de la hiérarchie. La terre est toujours contrôlée par les puissants. Le silence protège encore ceux qui en ont autrefois bénéficié. Le système a changé de vêtements, pas de caractère. Et pour ceux qui existent entre les catégories comme Inigo ou comme Trevor Noah dans Burn a Crime, les conséquences sont encore plus désorientantes. Ils ne sont pas simplement des vestiges d'un passé colonial. Ils rappellent que la logique de séparation est toujours vivante, que certains corps n'appartiennent pas tout à fait. Memmi n'offre pas de solution facile.
Il ne propose ni politique ni réforme. Ce qu'il nous donne, c'est une lentille, une manière de voir à quel point les racines de la colonisation sont profondes, et comment elles s'entrelacent dans les aspects les plus personnels de la vie, la famille, l'amour et l'identité. Lire Mémie aujourd'hui, le langage semble plus ancien, mais les idées ne le sont pas. Dans un monde qui lutte encore avec des systèmes de contrôle hérités, dans la langue, dans l'éducation, dans les frontières, sa clarté est revigorante. Il nous oblige à nous demander: qu'avons-nous accepté comme normal, simplement parce que c'était là avant nous? Et pour des lecteurs comme Clarence, qui reconstitue la vie de son père, Mémie offre une mise en garde importante. Il ne suffit pas de récupérer des souvenirs. Nous devons également interroger le cadre qui les entoure. Nous devons nous demander pourquoi certaines choses ont été retenues et d'autres oubliées. Qui a bénéficié de cet oubli? Qui en a payé le prix? Cette question se poursuit dans Born a Crime, où Trevor Noah entre dans le monde comme une contradiction vivante. Son existence même, en tant qu'enfant d'une mère Xhosa noire et d'un père suisse blanc, était illégale sous l'apartheid, et pourtant, il survit, il prospère, mais toujours avec une sorte de fluidité codée, déchiffrant les ambiances, passant d'une langue à l'autre, jouant la sécurité. Si Mémie nous montre la structure, Trevor Noah nous montre l'improvisation qu'elle exige. L'histoire suivante ne commence pas dans les conséquences de l'Empire, mais dans son ombre vivante et respirante. Il y a un moment dans Born a Crime où Trevor Noah, encore jeune garçon, regarde sa mère se jeter d'une voiture en marche pour échapper à un partenaire abusif. Il ne le présente pas comme un traumatisme. Il ne s'arrête pas pour insister. Il le raconte avec le même rythme qu'il utilise pour décrire le fait de sécher l'église ou de se cacher de la police, à parts égales, absurde, douloureux et finement observé. C'est là la force de ce livre. Trevor Noah n'écrit pas en tant que victime ou philosophe. Il écrit comme quelqu'un qui a vécu à travers des systèmes conçus pour le définir, le confiner et l'effacer. Et il en est sorti non seulement fluent dans leur code, mais capable de rire de leur logique. Born a Crime n'est pas un mémoire de traumatisme. C'est un mémoire de survie, d'improvisation et de l'absurdité profondément enracinée de l'apartheid en Afrique du Sud. Il est né à une époque où sa simple existence, sa peau, son nom, la relation de ses parents, étaient illégales. Sous l'apartheid, les catégories raciales étaient rigides, imposées par l'État et hiérarchiquement brutales. Trevor, en tant qu'enfant métis, ne correspondait à aucune d'entre elles. Il n'était pas assez noir, il n'était pas blanc. Il était une violation ambulante, cachée à l'intérieur et tenue à l'écart des espaces publics où son identité soulèverait des questions auxquelles sa famille ne pouvait pas répondre en toute sécurité. Et pourtant, dès le début, Trevor Noah est en mouvement. Il se déplace entre les townships, entre les langues, entre les mondes. Il apprend le zoulou, le xhosa, l'afrikaans, l'anglais, devenant non seulement bilingue, mais aussi culturellement agile. Cette capacité à se métamorphoser n'est pas présentée comme un don. C'est une nécessité. Une compétence de survie affinée dans un pays fondé sur la séparation, la surveillance et la répression. Ce qui distingue ce souvenir, c'est son refus de simplifier la complexité. La mère de Noah, Patricia, est profondément religieuse et farouchement indépendante. Elle l'élève avec autant de versets bibliques que de stratégies, lui apprenant non seulement à prier, mais aussi à disparaître lorsque la police arrive. La relation est le cœur du livre. Compliquée, parfois dure, toujours ancrée dans une croyance inébranlable au droit de Trevor d'exister pleinement. Contrairement à de nombreux mémoires sur l'injustice, Born a Crime ne s'appuie pas sur des moments dramatiques pour tenir son poids. C'est dans l'ordinaire que le livre devient extraordinaire. Acheter des CD, prendre des minibus, se faire attraper en train de voler à l'étalage. Chaque histoire révèle une autre facette de la manière dont la race, la classe et le pouvoir fonctionnaient dans une société encore marquée par son passé colonial et d'apartheid. Et c'est là que le livre résonne si clairement avec les palmiers dans la neige et les damnés de la terre. Trevor Noah est le produit d'un système qui définissait les gens par la couleur et l'emplacement, mais refuse d'accepter ces définitions comme fixes. Comme Iniko, il est né dans le silence. Comme le sujet colonisé de Mémie, on lui demande d'intérioriser sa place. Mais au lieu de se rendre, il apprend à lire le système, à le mimer et à le tourner en dérision. Cette moquerie est plus que de la comédie. C'est une critique.
une manière de désarmer la machine de l'oppression en exposant ses contradictions. Pour chaque règle absurde, comme l'obsession bureaucratique des catégories raciales, il y a un moment de subversion, une blague, une esquive. Et ce qui en ressort, c'est un portrait non seulement de l'injustice, mais aussi de l'ingéniosité. Il y a aussi de la tendresse dans ce livre. Envers sa mère, envers les langues qui les ont intégrées dans différentes communautés, même envers l'Afrique du Sud imparfaite et fracturée qui l'a vu grandir. Noah n'excuse pas la violence ni l'injustice, mais il révèle les personnes qui ont continué à avancer malgré tout, les amis, les voisins, les enseignants, qui ont persévéré malgré tout. Quand nous parlons de l'héritage du colonialisme, il est facile de le faire en termes de politique gouvernementale et de traités, mais Born a Crime nous rappelle que le véritable poids de cet héritage se porte dans la vie quotidienne. Dans qui peut marcher librement? Dans qui est vu? Dans quelles histoires ont le droit d'être racontées? Trevor Noah raconte son histoire avec humour parce que l'humour était sa manière de survivre. Il ne se dérobe pas aux aspects sombres. Il sait que sa capacité à naviguer dans ces structures, sa peau claire, son don pour les langues, lui donne un accès que d'autres n'avaient pas. Il ne le glorifie pas, il le complexifie. Dans les derniers chapitres, il réfléchit à sa relation avec son beau-père, un homme violent qui finit par tirer sur sa mère. Noah n'offre aucune résolution facile. Il y a de la douleur, mais il y a aussi de la défiance. Sa mère survit, elle guérit. Et lui aussi, bien que guérir dans ce cas ne signifie pas oublier. Cela signifie porter l'histoire en avant, avec honnêteté et soin. Né un crime nous offre une fenêtre sur les répercussions vivantes des systèmes conçus pour diviser. Il nous montre ce qui se passe lorsqu'un enfant grandit en apprenant non seulement qui il est, mais aussi qui il est autorisé à être. Et puis décide de remettre en question ces termes complètement. Que signifie appartenir à un endroit qui ne vous a jamais pleinement revendiqué, hériter de la langue, des coutumes, des souvenirs, et pourtant se sentir toujours légèrement en décalage avec l'histoire racontée? Dans Des palmiers sous la neige, nous avons vu comment l'amour, la terre et le silence entrelacés à travers des générations façonnées par l'Empire. Inico, né dans les espaces entre les mondes, n'a jamais accès à une vérité complète, seulement des fragments, des indices, des effacements. Albert Memmi nous a appris que le colonialisme n'est pas seulement une conquête, c'est une relation qui s'enracine dans la mémoire, dans l'identité, dans ce que les gens croient avoir le droit de désirer. Même après que les drapeaux soient descendus, l'arrangement persiste. Et parfois, ceux qui étaient autrefois colonisés ont endossé les rôles qu'on leur avait enseignés, les prenant pour du progrès. Et puis Trevor Noah arrive, non pas pour offrir une résolution, mais pour tenir un miroir. Sa vie, construite sur des contradictions, nous oblige à nous demander « Que faisons-nous des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour nous? Les imitons-nous? Les réécrivons-nous? Rions-nous à leurs dépens? » Chacune de ces histoires est différente en ton, en cadre, en style, mais elles partagent un courant plus profond, une confrontation avec ce qui reste après que l'Empire se soit tu. Comment récupérer ce qui a été pris? Comment nommer ce qui n'a jamais été nommé? Et peut-être plus discrètement, comment vivre une vie pleine et digne dans un monde encore façonné par les ombres de la conception de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de réponse facile, mais peut-être que ce n'est pas le but. Peut-être que le but réside dans le fait de nommer clairement les questions et d'écouter le silence entre elles. C'est tout pour cet épisode de Gateway Books par Crestance. Si vous vous êtes déjà demandé où vous apparteniez, ou si vous avez ri à travers les moments gênants, celui-ci était pour vous. Nous serons de retour la semaine prochaine avec une autre série d'histoires qui ouvre la porte au passé et éclaire le présent. D'ici là, vous pouvez trouver des réflexions, des cadeaux pour les amoureux des livres et des journaux pour votre propre histoire sur crestance.com. Parce que le colonialisme a peut-être tracé les cartes, mais nous écrivons maintenant dans les marges. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Parce que votre bibliothèque n'est pas seulement là pour décorer, elle est là pour lancer des conversations importantes.